Les monstres qui sortent la nuit, j'ai vu ce qu'ils étaient. Ok, à l'origine quelque chose de monstrueux est né ici. Une communauté ancestrale a pactisé avec le mal pour vivre éternellement, en sacrifiant ce qu'elle avait de plus innocent. Depuis, les créatures sortent la nuit, parlent comme des humains, sourient comme des proches, et dévorent quiconque baisse sa garde. Bienvenue dans From, un cauchemar éveillé. Il est l'heure d'aller dormir, alors puisse le Seigneur veiller sur mon âme. Mayday, Mayday! Les Matthews roulent vers le Colorado, au bord du divorce depuis la mort de leur bébé, Thomas. Puis un arbre bloque la route, et chaque détour les ramène vers la même petite ville, encore et encore. Ici, la 5G ne fonctionne pas. Ils sont piégés, ne peuvent plus repartir. Très vite, la ville impose ses règles. Au coucher du soleil, tu rentres et tu verrouilles tout, parce que la nuit, des créatures sortent des bois pour te dévorer. La première nuit pour les Matthews, c'est leur baptême. Ethan est blessé suite à l'accident de leur camping-car. Le temps manque, on doit le soigner ici. Christy est une étudiante en médecine, devenue la médecin de fée de Fromville. Elle n'a pas l'habitude de bosser sous pression, au milieu des bois, et des monstres. Eux, aucune balle ne les atteint. La seule chose qui peut les repousser, c'est un talisman. Ce sont des pierres gravées qui protègent seulement dans un espace clos et surtout accrochées. On ignore leur origine. Au matin, les Matthews sont entiers et doivent choisir où vivre. D'un côté, la colonie de Donna. Elle est arrivée avant les talismans, quand on survivait encore caché dans le silence. De l'autre, Boyd, chef de la ville. C'est lui qui a trouvé les animaux et qui leur a offert un peu de répit en découvrant par hasard les talismans. Vétéran de l'armée, il est habitué à survivre sous pression. Deux bonnes personnes, deux méthodes, une même guerre, les monstres. Pourquoi tu me laisses pas entrer? Les monstres ne sprintent pas, ils marchent, imitent les sentiments. Kevin se laisse piéger par Jasmine qui cherche la faille, et un seul moment de solitude suffit à condamner toute une maison. Quand Kevin ouvre sa fenêtre, Colony House est condamné. Cet endroit, qui ressemblait presque à une bulle de liberté, se transforme en abattoir. Des groupes de survie se forment dans le chaos, et plus loin en aidant les autres, le révérend Cathy meurt brutalement. Même si sa morale était discutable, Cathy était un pilier pour Boyd. Sa mort fait mal. Et après cette nuit d'horreur, Fromville comprend qu'elle n'a jamais été à l'abri. Les talismans lui ont fait baisser la garde. Une illusion de sécurité, pas une solution miracle. Ces talismans étaient un pansement. Et Jim, lui, refuse de rester assis à attendre la prochaine attaque. Depuis le début, Jim cherche une logique et une sortie. Puis Jade vient le trouver avec une idée folle, joindre l'extérieur par radio. Avant Fromville, Jade roulait vers Miami, bien défoncé, pour fêter la vente de sa boîte. Il est arrivé le même jour que les Matthews. D'abord, Jade croit à une caméra cachée, jusqu'à la mort de son ami. Riche, brillant, insupportable. Il est persuadé qu'il peut comprendre ce que personne n'arrive à comprendre. Puis son ego tourne à l'obsession, la radio. Ça devient la première vraie tentative collective de contacter l'extérieur. Pour faire marcher la radio, il détourne l'électricité des lampes. Ouais, à Fromville, le courant existe, mais la source est inconnue. Et c'est ce que cherche Tabitha, de son côté. Elle creuse sous la maison pour voir jusqu'où vont les fils électriques. Pendant qu'elle cherche des réponses sous terre, Jim et Jade poussent le signal vers le ciel. Mais un orage menace tout de faire capoter. Puis la radio répond. Une voix dit à Jim que sa femme devrait arrêter de creuser. C'est un avertissement de Fromville, une menace. Au même moment, Tabitha passe à travers. Jim accourt pour la sauver, suivi de quelques hommes. Puis le sol cède et la maison s'effondre. Coincés sous les décombres jusqu'à l'aube, les créatures atteignent Tom, le barman, sous les yeux de Jim, forcé de se taire pour survivre. Pendant ce temps, Tabitha découvre sous la ville un cimetière de souvenirs. Je sais que vous avez peur, moi aussi j'ai peur, mais il faut foutre le camp d'ici, je vous en prie. On y va. Après sa chute, Tabitha se retrouve coincée dans les tunnels, là où dorment les créatures la journée. Les monstres n'apparaissent pas juste la nuit par enchantement, non. Ils ont un nid, des objets personnels d'une autre époque. Depuis le début, c'est sous nos yeux. Les monstres ont des allures datées. Le combo motel, diner, renvoie à l'Amérique routière du milieu du XXe siècle, portée par la culture automobile. Cette esthétique ne prouve pas la naissance du pacte. Mais le monde qui les habille imite clairement cette Amérique, comme une carte postale, peut-être pour se donner un costume social qui aide à approcher les humains. La mariée, l'infirmière, le marin, le facteur, la petite voisine souriante, ce sont des archétypes rassurants, et c'est exactement leur méthode. Séduire, rassurer, puis massacrer. La vraie question est donc, nos héros ont-ils voyagé dans le temps, ou la ville est-elle juste piégée dans ce décor des années 50 ? La réponse arrive en bus. De nouveaux arrivants débarquent à Fromville, et pas qu'un peu, un bus entier. Parmi eux, Randall, un type abrasif, impulsif, très parano, persuadé qu'on lui ment ou qu'on essaie de le contrôler. Il conteste l'autorité, se fait expulser de la colonie et se retrouve à vivre dans le bus avec une vue panoramique sur les monstres la nuit. Autre nouvelle, Marielle, ex-junkie et petite amie de Christy. Leurs retrouvailles confirment que Christy a disparu depuis 6 mois. Il n'y a donc pas de décalage visible entre l'extérieur et l'intérieur. Le temps s'écoule pareil. Mais à Fromville, les saisons, elles, restent anormales. Victor le dit.
Les arbres bougent, comme si l'espace lui-même se reconfigurait. Puis l'automne et même la neige apparaissent alors que ce n'était pas le fonctionnement habituel du lieu. Ici, quand ça change, en général, c'est mauvais signe. Victor observe, écoute, mais surtout, il voit des choses. Parce qu'à Fromville, il n'y a pas que des monstres, il y a aussi des voix, des hallucinations et des manifestations. Et tous ces phénomènes semblent bien organisés, avec une hiérarchie encore inconnue. Tu crois que c'est les créatures qui sortent de la forêt la nuit qui font tout ça? Elles ne sont que le fer de lance. Révérend? Après la mort de Cathy, Boyd continue de lui parler. Jade, lui, voit le barman. Fantôme, projection de leur conscience ou piège de la ville. À Fromville, les phénomènes ne manquent pas, jusque dans le jukebox du diner, qui s'allume seul et choisit ses chansons comme pour narguer les personnages, comme si une entité supérieure observait tout depuis le début. La voix à la radio en est la preuve. Plus tard, elle sera identifiée comme celle de l'homme en jaune, qui pourrait bien être le maître du jeu. Ensuite, il y a les voix qui manipulent, comme lorsqu'elles utilisent Thomas pour briser les Matthews. Papa? On est face à une intelligence invisible qui intervient dès que quelqu'un s'approche de la vérité. Les voix semblent appartenir à un camp hostile. Et la première à en avoir payé le prix, c'est Sarah. J'entends leur voix. Mais ils ont dit que c'était le seul moyen de nous sauver. Le seul moyen de tous nous faire repartir. Les voix parlent à Sarah comme si la ville avait trouvé un téléphone humain. Elle la pousse à tuer l'ami de Jade, puis à ouvrir la clinique aux monstres, condamnant le père de Kenny. Mais Sarah n'est pas une tueuse froide. Elle est perdue, manipulée et obéit parce qu'on lui promet de tous les libérer, sous la menace de mort de son frère. Ensuite, les voix vont plus loin. Elle demande à Sarah de tuer Ethan. Là, on peut se dire qu'il y a bien un plan derrière tout ça, ou c'est juste un jeu pervers. Quand Sarah passe à l'acte, elle est démasquée et blesse mortellement son frère. À partir de là, elle devient une paria, menacée d'être envoyée dans la boxe. C'est Boyd qui a mis en place la boxe sans jamais vouloir s'en servir. C'était censé faire peur, mais Cathy l'a poussé à l'utiliser pour maintenir l'ordre. Avec Sarah, en revanche, il voit un lien direct avec la force qui régit cet endroit et convainc Boyd de la laisser en vie. Après sa mort, Boyd part alors avec elle en forêt pour tester les limites de la ville. Mais très vite, la forêt révèle d'autres dangers que les monstres. Boyd y voit sa femme décédée, Abby, coincée dans une toile géante. Il est ensuite mordu par des araignées. La morsure est réelle, puisque Sarah l'aide à retirer les bêtes. Et plus tard, Christy examine ses morsures. Dès lors, la série brouille la frontière entre le Parkinson de Boyd et le surnaturel. Et quand l'orage éclate, le garçon en blanc apparaît à Sarah. Tu dois entrer dedans. Là, tu seras en sécurité. Victor, Ethan et Tabitha peuvent le voir également. L'enfant guide, oriente ou avertit à plusieurs moments clés. C'est une sorte de messager. Mais sous ses airs d'ange gardien, il aide selon ses propres règles. Il y a un duo symbolique avec les chiens. Dans un flashback de Victor, ils apparaissent autour du garçon en blanc. C'est eux qui mènent Boyd à la cachette des talismans. Quand Boyd est perdu, un chien l'emmène à retrouver Victor et Tabitha. Les chiens sont une forme de messager silencieux. Le garçon, lui, communique. Pour l'heure, il indique une issue, un trou dans l'arbre. L'arbre! On sera à l'abri là-dedans. Faites-moi confiance. Les arbres. D'abord, celui couché sur la route. Tous l'ont vu avant d'être piégé ici, alors qu'il roulait vers des destinations complètement différentes. Donc Fromville n'est pas un lieu fixe sur une carte. On y entre de façon imprévisible, un peu comme avec les arbres de passage. Leurs trous déplacent les gens ailleurs, de façon aléatoire. L'ennui, c'est que tu sais jamais où tu vas te retrouver. C'est ainsi que Boyd atterrit dans un puits, avant qu'une corde tombe, et qu'il découvre Martin. On n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que vous devez partir, avant qu'ils reviennent. Boyd rencontre un homme enchaîné, perdu là depuis on ne sait combien de temps, comme un vestige vivant d'un cauchemar encore plus vieux. Martin est un ancien marine, venu de Millbrook. Boyd veut l'aider, mais le vieil homme demande à être libéré autrement, par la mort. Et il le met en garde. Il n'a pas peur des créatures. Elles ne sont que la pointe de la lance. En clair, les monstres ne sont que la première ligne d'une horreur plus vaste. Martin semble savoir beaucoup de choses sur Fromville, mais aussi sur Boyd, comme lorsqu'il cite spontanément Abby. Et si elle avait vu juste, soudain, Abby devient plus intéressante. Ancienne marine, elle a craqué mentalement à son arrivée. Persuadée que la mort les réveillerait, elle a tiré sur tout le monde, puis ciblé son fils, Ellis. Boyd a dû l'abattre pour le sauver. Un choix monstrueux et un trauma immense pour lui. C'est la grande fracture entre père et fils. Dans le donjon, une boîte à musique tourne comme un compte à rebours. Il faut partir avant la fin de la mélodie, prévient Martin. Puis il entaille le bras de Boyd, plaque sa blessure contre la sienne et lui transmet son sang avec les vers. Mon sang et ton sang maintenant. Martin meurt aussitôt après. Boyd dira à Christy que les vers se nourrissaient de lui sans le laisser mourir. T'imagines ça? Tout indique donc que quelque chose le maintenait artificiellement en vie depuis des années, et qu'en transmettant la malédiction à Boyd, il a enfin pu mourir. Ensuite, Boyd veut repartir, et le donjon disparaît soudain. Il ne reste que des ruines, et la torche dans sa main. Le lieu semble donc avoir deux formes, une ruine bien réelle et un donjon qui peut se manifester autrement. Les règles restent floues, mais une chose paraît quasi sûre, les ruines sont la porte du donjon et la torche peut jouer un rôle d'interrupteur. Parce que plus tard, quand Boyd la rallume, il retourne au donjon,
Si le trajet paraît physique, d'autres événements montreront que c'est plutôt sous une forme de conscience qu'on y accède. J'ai tout le monde qui me regarde en se demandant pourquoi je suis pas revenu avec toutes les réponses. Après le donjon, Boyd revient dans la ville sans réponse, mais avec des vers qui bougent sous sa peau. Cette chose qui est en lui prend de la puissance et lui fait voir des horreurs. Il ne contrôle plus rien. Quand son fils Ellis est poignardé lors d'une dispute, il lui faut une transfusion de sang, mais Boyd refuse de donner le sien, de peur de le contaminer, voire de le tuer. Kenny se porte alors volontaire pour être l'hôte. Il demande à Boyd de lui transférer les vers, comme Martin l'a fait. Adjoint du shérif et cœur moral du quotidien, Kenny est celui que Boyd prépare à prendre le relais si un jour il flanche. Sa maladie peut le rendre incapable d'assumer son rôle de leader, mais si Kenny a l'étoffe, il n'a jamais eu l'appétit du poste. Après la mort de son père, Boyd devient peu à peu une figure paternelle de substitution pour lui. Mais ce lien se fissure quand Boyd protège Sarah, l'assassin de son père. Et malgré ça, au moment critique, Kenny reste le plus fiable de la pièce. Il ne choisit pas Boyd, il choisit de sauver Ellis. Point. Kenny donne alors une idée à Boyd. Se débarrasser de son sang, ouais, mais sur un monstre. Direction l'extérieur, là où Smiley veut le dévorer. Boyd tente l'impensable en lui transmettant les vers. Mon sang et ton sang maintenant, espèce d'enfoiré. Smiley meurt, et les autres créatures, surprise, s'éloignent. Boyd est purifié, peut sauver son fils, et vient surtout de découvrir la première vraie brèche dans le système. Ces créatures ne sont pas indestructibles. Au petit matin, le corps de Smiley est toujours là. Il n'a pas cramé au soleil comme un vampire. Le groupe le récupère pour l'examiner. Si les vers maintenaient Martin en vie, Smiley s'est flétri de l'intérieur, comme si son corps était revenu brutalement à un état de mort ancien. L'autopsie révèle des organes ratatinés, desséchés et un intérieur sec, une forme de momification surnaturelle. Nos héros tentent de reproduire l'arme qui l'a tué, ce qui sera un échec. Nathan a toujours eu une peur panique des cigales. La nuit, les cigales chantaient sans s'arrêter autour de la tente. Peu après, Boyd et Kenny découvrent le corps de Smiley couvert de cigales. Dans le folklore chinois, elles sont liées à la renaissance et à l'immortalité. Des cigales de jade étaient placées sur la langue des morts pour symboliser la préservation de l'âme et la renaissance spirituelle. Mais ça ne veut pas dire que les cigales de From sont gentilles ou protectrices. Au contraire, un symbole de renaissance peut être funéraire, morbide ou carrément sinistre. Pour l'heure, elles sont la forme visible du nouveau danger. Le mal frappe pendant le sommeil, fait des morts, puis resserre l'étau sur 3 victimes bien précises. Marielle, Julie et Randall. Leur corps reste ici, en transe, tandis que leur esprit est ailleurs, prisonnier dans le donjon. Fromville rassemble les informations pour les sauver, et beaucoup rapportent une même comptine. Le nouveau mâle suit une règle, liée à la mélodie de la boîte à musique. Sarah comprend alors que Boyd a ramené la ballerine diabolique, et qu'il doit faire arrêter la musique pour sauver les 3 marqués. Boyd retourne au donjon pour briser le sort, et là, le mâle prend le visage d'Abby pour le faire vaciller. Elle ment pour l'empêcher d'agir, oui, mais elle s'appuie sur une part de vérité. Détruire cette boîte n'arrêtera pas leur souffrance, ça ne fera que la prolonger. Les 3 marqués sont sauvés, mais le lien n'est pas totalement rompu. Randall, lui, continue d'être hanté par les cigales, comme une malédiction. Pour Marielle, les séquelles restent encore floues. Quant à Julie, c'est autre chose. Elle revient avec une sorte de pouvoir, celui de visiter les chapitres. En clair, elle peut voyager dans le temps, mais la règle posée est claire. Elle peut interagir, ok, mais pas changer ce qui est déjà écrit. Quand elle retourne au donjon, c'est elle qui donne la corde à Boyd pour le sauver. Elle ne change rien. Elle faisait juste partie de ce qui s'était déjà produit. Simple, hein? En gros, elle ne modifie pas l'histoire. Sauf quand ça arrange les scénaristes. Et maintenant, nous, on va voyager dans les années 80. Elle n'était pas la première. D'autres avant elle avaient été choisies et elle les voyait. Dans les années 80, Miranda, artiste de Camden, crée des arbres à bouteilles identiques à ceux de Fromville. Il y a un effet miroir entre les deux mondes, comme cette cage vue dans les tunnels, aussi là dans le sous-sol des Cavano. Après un trip au LSD avec son mari Henry, Miranda commence à avoir des visions. La ville, les créatures, et des enfants qui l'appellent. À partir de là, elle se sent investie d'une mission, les libérer. Miranda part avec ses 2 enfants, direction Fromville de son plein gré. Là-bas, elle protège Victor et Héloïse dans le garde-manger, pour les cacher des monstres, puis part libérer les enfants creepy. Mais elle n'atteint jamais le phare. Elle est tuée par Smiley. Héloïse part à sa suite et disparaît. Son corps ne sera jamais retrouvé. Le lendemain, Victor découvre une ville massacrée. L'enfant de 10 ans est le seul survivant et doit vivre avec ses traumatismes. 40 ans plus tard, Victor a survécu. C'est le plus ancien habitant de Fromville. Replié sur lui-même, il vit dans ses dessins et connaît la ville mieux que personne. Mais il parle par morceaux, car tout son savoir reste prisonnier de son traumatisme d'enfant. C'est avec Tabitha que Victor s'ouvre enfin. D'abord méfiante après son lien avec Ethan, elle change quand Victor la guide hors des tunnels. En retrouvant ensuite la voiture de sa mère et les dessins de sa sœur, Victor fait remonter des souvenirs enfouis. Au même moment, Tabitha est hantée par les mêmes apparitions que Miranda. Les enfants creepy reviennent. Peu à peu, elle se convainc que les sauver les libérera de Fromville. Victor la guide alors jusqu'à l'arbre aux bouteilles, celui qui, selon sa mère, mène toujours au phare.
Même si, plus tard, d'autres tenteront ce même chemin, mais finiront au mauvais endroit. Tabitha traverse, arrive au phare et retrouve tout en haut le garçon en blanc. Il s'excuse, C'est le seul moyen. puis la pousse dans le vide. À son réveil, elle n'est plus à Fromville, mais à l'hôpital de Camden. Vous étiez inconsciente sur le bord d'un chemin. Grâce à la boîte à goûter de Victor, Tabitha retrouve la maison d'enfance de Victor et son père, Henry. Là, elle relie enfin le passé de Miranda à Fromville. Puis, avec Henry, elle a un accident de voiture. Tous deux sont embarqués vers l'hôpital, mais l'ambulance tombe à son tour sur l'arbre couché. Ça y est, Tabitha est aspirée de nouveau par Fromville. Leur arrivée est chaotique. Randall se montre solidaire pour une fois et aide Boyd à l'arrivée de l'ambulance. Il va chercher la trousse à outils pour libérer Tabitha. Pendant ce temps, une créature propose les clés du véhicule à Boyd en échange de Randall. Boyd choisit de sauver le plus grand nombre et prend les clés, laissant Randall derrière lui. Les créatures lui arrachent ensuite une partie du visage, mais ne le tuent pas. Elles le laissent vivant, mutilé, exposé sur le capot de l'ambulance. C'est un message, un piège moral tendu à Boyd. Après quoi, Henry retrouve enfin son fils, tandis qu'Acosta reste seule, survivante de l'équipe de secours. Acosta est une flic courageuse, mais trop méfiante et combative. À Fromville, ses réflexes de contrôle se fracassent vite contre un monde sans logique. Elle représente un regard neuf et s'oppose frontalement à Boyd en contestant sa gestion. La vérité, Boyd ne gère déjà plus rien, fissuré, rongé par sa maladie et l'hiver glacial qui assombrit tout. La tension monte dans la ville. Entre les cauchemars et les récoltes foutues, la pénurie de nourriture déchire les habitants, et les animaux sont leur seule chance de survie. Mais les créatures agissent. Elles ouvrent volontairement la grange pour laisser les bêtes s'échapper, semant la panique. Un petit groupe, rejoint par Boyd et Tien Chen, tente de les ramener à l'abri, mais c'est un piège. Les monstres attaquent Tien Chen devant Boyd, ligoté, impuissant. C'est de la torture. Pire, ils le laissent en vie. Ce n'est plus seulement de la chasse. Ils cherchent à faire souffrir Boyd, soit par vengeance après la mort de Smiley, soit parce qu'il s'inscrit dans un plan plus vaste. Pour Boyd, c'est le moment où il commence vraiment à sombrer, tandis que Kenny, absent lors du drame, découvre avec Jim une colonie abandonnée dans la forêt, jusque-là inconnue, mais surtout une zone où l'on trouve enfin de quoi manger. Heureux, Kenny revient avec les récoltes, mais il est désormais orphelin. Maman? S'il te plaît. Kenny. Non, arrêtez! Je suis... Maman! Christy essaye d'être là pour lui. Leur ancienne complicité remonte à la surface dans la douleur, sans pour autant effacer Marielle de l'équation. Je crois que ça lui faisait de la peine de voir que cet endroit ne vivait plus. Bacta reprendra le diner pour redonner un peu de vie au lieu. Malgré une ville en deuil, les habitants retrouvent un peu de paix grâce aux provisions, tandis que d'autres préfèrent les légumes pourris. Aidez-moi. On sortira vite d'ici, on pourra rentrer chez nous. Au départ, Fatima est l'un des rares visages lumineux de la Colony House. Elle aime Ellis, avec qui elle se marie symboliquement. Puis, elle tombe enceinte alors qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc ce bébé n'a rien d'une étape ordinaire. Ensuite, elle rejette la nourriture classique et se met à manger ce qui est pourri. Ce qu'elle porte n'a clairement pas les mêmes besoins qu'un bébé normal. Quelque chose en elle fait peur et la pousse même jusqu'à la violence. En parallèle, Elgin, arrivé avec le bus, serviable et naïf, tombe de plus en plus sous l'influence de la femme au kimono. Cette manifestation semble encore d'un autre degré que les monstres, pas une simple hallucination, pas un esprit inoffensif. Elle agit comme une accoucheuse sinistre. Je tente ici une lecture par le folklore japonais. Lubum. C'est une piste probable, pas une vérité. Lubum est l'esprit d'une femme morte pendant la grossesse ou l'accouchement, liée à un bébé, qui demande de l'aide ou entraîne quelqu'un vers la mort. Fatima porterait le bébé de Lubum. Après avoir tué Tilly, elle est traquée et isolée. Et Elgin, convaincu que cette naissance les libérera, attire Fatima dans un piège pour la cacher. Pendant ce temps, tout le monde cherche Fatima. Ellis soupçonne Elgin, Boyd le séquestre et agit par manque de temps. Ils pensent tous que Fatima va mourir en accouchant. Donna est de plus en plus dépassée. Boyd sombre à torturer Elgin avec des méthodes violentes. Mais lui tient bon parce qu'il croit vraiment les sauver. Sauf que Sarah, elle, connaît déjà ce piège. Elle sait ce que valent les promesses de cette manifestation. Déjà damnée, elle n'a plus rien à perdre. Alors, pour sauver l'âme de Boyd et lui éviter de franchir l'irréparable, elle agit elle-même en s'attaquant à l'œil d'Elgin. Elle est dans la cave à légumes. Mais il est déjà trop tard. Fatima survit en donnant naissance à un organisme non humain. Lubum le récupère. Ce n'est pas un nouveau monstre, c'est une résurrection. Ouais, après le rituel des tunnels, Smiley revient dans le game. Parce qu'à l'origine, il y a un pacte. Ils n'ont pas seulement gagné l'immortalité, mais la garantie de revenir, coûte que coûte. C'est ça, le vrai cauchemar. Les monstres ne meurent jamais pour de bon. Et la résurrection ne concerne pas que. D'autres reviennent aussi. Ok, petite pause, je publie peu, mais je mise sur la qualité. Alors si tu veux soutenir la chaîne, tu peux désormais la rejoindre, ça te donne accès à des bonus sympas, tout est en description. Merci beaucoup. Si ça se trouve, ce symbole est la clé pour qu'on se tire de ce trou. Depuis 2 saisons, Jade est obsédé par un symbole qu'il voit partout. À force de le poursuivre, il finit par remonter jusqu'à Christopher, un ventriloque de Fromville à l'époque de Miranda.
qui avait dessiné le même symbole dans son carnet. À tour de rôle, Jade et Tabitha demandent à Victor de l'aider à se souvenir de lui. Christopher devient alors un maillon manquant du passé. Son lien avec le garçon en blanc révèle une logique. Le messager a déjà essayé d'aider plus directement. Ça a échoué, donc maintenant, il donne moins de réponses et pousse les personnages à comprendre par eux-mêmes. Pourquoi tu veux pas nous aider? Parce que j'ai déjà essayé, avec Christopher. Leur dialogue révèle enfin que les premiers habitants ont sacrifié leurs propres enfants en échange de l'immortalité. Seulement, au moins un couple de parents a refusé le pacte, peut-être même un groupe entier. Ces dissidents pourraient être à l'origine du campement et des talismans, conçus pour se protéger de leur propre communauté devenue des monstres. Les têtes bizarres à l'entrée du campement, ils ont pu servir de protection, un peu comme les talismans. Théoriquement, ils pourraient représenter les enfants sacrifiés, soit comme des effigies de mémoire, soit comme des objets rituels liés à une magie noire. Ce campement, les talismans, ça raconte bien qu'il existe une couche plus ancienne, donc tout laisse penser que le pacte remonte à bien avant les années 50. Parmi les dissidents, une femme a chanté une berceuse sur l'autel du sacrifice. Un lieu que Tabitha reconnaît. Elle en faisait déjà des cauchemars enfants. La comptine leur a donné un peu d'espoir, et cet espoir s'est connecté à la forêt. La manifestation d'Abby l'a dit, ce n'est pas la peur qui nourrit la forêt. C'est l'espoir. D'après elle, ces personnes s'accrochaient à leur espoir. A l'inverse, Sarah pense que le lieu se nourrit des cauchemars. Les deux idées peuvent coexister. À Fromville, il y a bien des messagers et des monstres. Ensuite, le symbole de Jade. Ce sont les racines de l'arbre aux bouteilles, où sont cachées les notes de la berceuse. Jade décrypte la partition, puis sort le violon pour jouer la mélodie, et la musique fait apparaître les enfants, qui répètent « Aronke », signifiant « souviens-toi ». Le mot semble venir d'une langue inconnue, peut-être un argot ancestral. Et là, les souvenirs remontent. Jade et Tabitha sont des réincarnations de Miranda et Christopher, et eux n'étaient pas les premiers. À chaque vie, ils essaient de sauver les enfants. Par sauver, on entend sans doute libérer leurs âmes, mettre fin à leur captivité, briser ce qui les retient dans ce cauchemar. On ne sait pas encore exactement ce que cela implique pour Fromville elle-même. Pour Tabitha, cette mission se répète encore et encore. Ce qui explique pourquoi elle retrouve toujours le même bracelet. À chaque vie, elle en fabrique un, encore et encore. Et pendant que Tabitha découvre une âme sœur réincarnée, ailleurs, elle perd un mari. Julie! Dans la forêt, une Julie venue du futur surgit pour essayer de sauver son père Jim de l'homme en jaune. Mais elle échoue, parce qu'elle ne peut pas changer ce qui est déjà écrit. Jim survivra-t-il? Réponse en saison 4. Bonne série à tous!